Salut mes loups, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on parle bouquin et on parle passe-miroir. C'est parti pour le deuxième tome, Les Disparus du Clair de Lune, sorti bien sûr chez Gallimard Jeunesse. Lorsque j'ai terminé la lecture de cette bonne grosse brique, bon on n'est pas sur du Ken Follett non plus, hein, mais 550 pages c'est quand même pas mal, il m'a fallu un peu plus de 2 semaines pour le terminer. Je me suis posé la question de savoir comment j'allais vous faire cette analyse. J'aime pas dire critique, j'ai pas envie de dire je vais faire une critique d'un livre, je préfère l'analyser et vous donner mon avis. Voilà, c'est une analyse et un avis, tout simplement. Et en plus on est sur un tome 2, donc est-ce que je spoil, est-ce que je ne spoile pas? Donc on va partir sur quelque chose de spoiler-free, je vais essayer d'en dire le moins possible, et de toute façon si jamais il y a une révélation malgré moi, vous serez prévenu grâce à la magie du montage avec cette icône. Alors en tout début d'ouvrage, on apprécie déjà la présence d'un résumé. Voilà, on sait où on en est, on sait où on va commencer, on retrouve Ophélie devant les appartements de Farouk, là où on l'a laissé dans le tome 1. Farouk, c'est le grand esprit de famille du pôle, un personnage, voilà, on sait que c'est vraiment l'esprit de famille du pôle, hein, très grand, très mince, très blanc, des cheveux longs, et on sent la badassitude de la personne, quoi. T'as pas vraiment envie de lui faire des blagues de prout. Mais d'un autre côté, c'est aussi un personnage assez exaspérant, très clairement, parce qu'il a la mémoire d'une huître, hein, déjà, un peu comme tous les esprits de famille. En fait, il est badass, ça c'est sûr. Les pouvoirs, on peut pas revenir dessus, il est à la tête de grands clans qui se tirent la bourre entre eux, et d'un autre côté, il est exaspérant, enfin en tout cas moi il m'a exaspéré de par sa mémoire déjà, et puis par le fait que quand on lui parle, c'est un peu comme l'eau qui coule, qui glisse sur les plumes du proverbial canard, c'est-à-dire il s'en tape. Vraiment. Pour lui, tout ce qui importe, c'est son livre. Ça tombe bien, on est là pour en parler du livre. Non, là, on va pas parler de ce genre de livre, on va surtout parler d'un livre ancien, dont tous les esprits de famille possèdent un exemplaire, et si Farouk, j'ai failli dire Mabrouk, pardon, si Farouk est obsédé par ce livre, c'est tout simplement parce qu'il est persuadé qu'il détient un secret qu'il n'aurait jamais dû oublier, et il est persuadé que ça le concerne, il doit savoir ce que c'est, donc il demande à Ophélie d'utiliser ses pouvoirs de liseuse pour l'aider à accomplir cette quête. C'était sans compter sur l'intervention de Thorn, qui s'est fait pour mission de lire le livre à la place d'Ophélie pour lui épargner 1001 dangers, et il rappelle donc la nature du contrat qui le lie à Farouk vis-à-vis de ce livre. Qu'à cela ne tienne, Farouk va trouver une utilité à Ophélie, hein, tant qu'elle est là, qu'elle n'est pas voyagée pour rien, et il va la nommer à la suite d'une espèce d'incompréhension très farouquesque, hein, on va pas se mentir, il va la nommer vice-comteuse du pôle. Pour faire simple, elle devra lui raconter des histoires tous les soirs jusqu'à nouvel ordre. Bonjour, je m'appelle Ophélie, je suis sur une arche où tout le monde s'entretue, et je dois obéir à une espèce de dieu tout-puissant qui m'a confié une tâche pour laquelle je n'ai aucune compétence, #VDM. Donc bien sûr, si Ophélie fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir accomplir sa mission du mieux qu'elle le peut, elle va quand même s'attirer les foudres de tout le pôle, clairement sa présence est mal vue, ses prestations sont mal vues, elle est mal vue en général, hein, très clairement, c'est-à-dire que Ophélie au pôle, c'est un peu comme Kovu sur la Terre des Lions ou l'ananas sur la pizza, quoi, on veut pas d'elle. Et puis elle va d'autant plus sentir qu'elle n'est pas la bienvenue à partir du moment où elle va recevoir une lettre tout aussi mystérieuse que le livre de Farouk, mais une lettre qui la somme de quitter le pôle, une lettre de menace de mort qui lui dit qu'elle n'est pas la bienvenue, et surtout que Dieu ne veut pas d'elle ici. Donc grosse ambiance, hein, on l'aura deviné, mais surtout, Ophélie va devoir, non contente de survivre au pôle, elle va devoir également résoudre plusieurs mystères, car d'étranges disparitions ont lieu au clair de lune parmi les nobles, et ces nobles ont un point en commun, ils ont tous reçu la même lettre de menace qu'Ophélie. Alors déjà, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au premier tome, on n'a pas l'explication de où on est, de qu'est-ce qui se passe, de machin, on va avoir quelque chose de nouveau, majoritairement nouveau, c'est la présence de Farouk, nouveau personnage capital dans ce deuxième tome, mais on va pas avoir toutes les longueurs dues à la mise en place de l'histoire, des événements, des lieux, des personnages. Là, on est direct dans le vif du sujet, puisque, comme je vous le disais, on retrouve Ophélie là où on l'a laissé à la fin du tome 1. Le livre fait donc plus de 500 pages, 550 pour être exact, et on comprend pourquoi il y a tellement d'événements, de personnages également qui sont un peu plus développés, de questions qu'on se pose, et qui trouvent d'ailleurs leurs réponses, ça c'est agréable, mais parfois on pose même d'autres questions alors que certaines questions n'ont pas retrouvé leurs réponses. Il se passe énormément de choses, vous l'aurez deviné. Et je peux pas vous mentir là-dessus, je suis là pour donner un avis subjectif, clairement.
Ce deuxième tome m'a laissé un peu perplexe. J'ai trouvé la lecture un poil perturbante, mais je pense que c'est un avis temporaire, parce que si je me donne la peine de relire ce deuxième tome, ayant déjà en mémoire tout ce que j'ai retenu de ma première lecture, je pense que je pourrais me faire un avis encore différent. Alors, c'est pas une surprise, une fois de plus, c'est Ophélie que l'on va suivre le plus souvent dans cette histoire, donc côté personnage, on va bien sûr vivre l'histoire à travers ses yeux. Et puis pour ce qui est de Thorn, ça m'a un tout petit peu agacé qu'il joue encore une fois les abonnés absents. Heureusement, voilà, on va finir par le développer et l'avoir un peu plus sous le coude, pendant, on va dire dans la deuxième grosse moitié du livre, mais voilà, je me suis dit, attendez, c'est quand même un protagoniste, j'en ai marre qu'il soit pas là, hein, il y a son mariage qui arrive, ça commence à se rapprocher de plus en plus, le mec, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il pense, j'en ai marre des mystères, quoi. Si c'est un protagoniste, laissez-moi le découvrir, s'il vous plaît. Et est-ce que j'ai fini par le découvrir dans cette deuxième moitié du livre? Oui! Yes! Enfin, ça y est, je l'ai trouvé même badass. Mon écran s'est éteint. Ouais, badass, c'est le terme, clairement. Il y a une séquence dans le livre, que je peux pas vous spoiler malheureusement, mais qui m'a fait dire que Thorn n'est pas le grand dadais dédaigneux que je pensais, en tout cas je pensais ça de lui dans le premier tome, mais voilà, clairement on le développe davantage, on le comprend davantage, on le découvre davantage, on le découvre lui, on découvre son passé, on découvre son caractère, on découvre aussi la nature des sentiments qu'il éprouve pour Ophélie, et voilà, pour le coup, Thorn, ouais, bon point pour lui, ce tome 2. Bon, par contre, le personnage d'Ophélie, faut qu'on m'explique. Moi, je n'ai toujours pas compris, je l'ai trouvé imbitable pendant tout le tome 2. Bon, imbitable dans le sens où son caractère évolue en dents de scie pendant tout le tome 2. Autant, dans le tome 1, on était comme ça au niveau de l'évolution. Elle partait pas de zéro, elle avait quand même son petit caractère, et elle s'affirmait de plus en plus. Autant là, dans le tome 2, pendant la scène du dîner familial, elle n'ose pas l'ouvrir. À chaque fois, elle se fait couper la parole. Qu'est-ce qui t'empêche, meuf, de te lever, de casser un verre, d'hurler, je ne sais pas, de faire quelque chose, mais juste stop, quoi. J'en ai marre de te voir grommeler dans ton coin. Oh là là, c'est pas normal, franchement, c'est moi la première victime dans tout ça, et puis finalement personne ne me laisse parler, tout le monde fait comme si je n'existais pas. Stop, quoi. Lève-toi, parle, fais quelque chose. Tout ça pour 50 pages plus tard, enfin oser lever la voix contre Thorn. Oui, sauf que 10 pages après, eh ben, c'est comme si elle se confondait en excuses, en fait. Elle se victimise. Ouais, nickel. Et puis, encore un peu plus loin, cette fois-ci, elle relève la voix. En fait, je n'ai pas compris pourquoi elle est là comme ça, elle hésite et que machin, tout ça, sans raison apparente. Voilà, donc ça m'a saoulé avec Ophélie. Il y a un personnage dont je regrette un peu l'effacement dans le deuxième tome, c'est Bérénild, bien sûr. Elle a un rôle beaucoup moins important dans le tome 2 que dans le tome 1, parce que je pense, c'est justifié par le fait que son terme approche à grands pas, un peu comme le mariage de Thorn et Ophélie, mais au moins, sa présence aura permis de mettre en lumière un autre personnage, qui est pour moi le plus gros gâchis de la saga, au moins là où j'en suis, c'est-à-dire en milieu de saga, c'est le personnage, et attention, spoiler alerte, le personnage du chevalier. Je dis spoiler alerte parce que là, pour le coup, vraiment, si vous voulez pas le savoir, si vous n'avez pas encore lu le tome 2, lisez-le avant d'aller plus loin dans la vidéo, parce que vraiment, je suis obligé de détailler là-dessus. Pourquoi je trouve qu'il est gâché? Tout simplement parce que Farouk le mutile, et la mutilation, dans la passe miroir, c'est se retrouver privé de ses pouvoirs, on devient tout simplement un sans-pouvoir, et on n'a plus aucune influence, on est rejeté de la cour, on n'est plus rien, quoi, aux yeux des autres. Et là, le fait d'avoir mutilé le chevalier, je trouve ça bizarre, enfin pas bizarre, mais plutôt dommage, parce qu'on avait vraiment un antagoniste idéal. On avait ce petit personnage d'Angelo, l'enfant innocent qui te fout un énorme coup de poignard dans le cœur, et qui n'hésite pas à massacrer tout un clan par amour pour un personnage. C'est vrai que l'histoire entre Bérénild et le chevalier est assez poignante quelque part, mais pas assez développée. Je trouve que on aurait pu faire tourner carrément tout un livre là-dessus, tellement c'était pas le sujet, clairement. C'est les disparus du clair de lune, mais je trouve qu'on s'est débarrassé du chevalier un peu trop rapidement. Voilà, moi il me faisait penser à Pride dans Full Metal Alchemist, voilà, cette espèce d'enfant dangereux qui représente le mal à lui tout seul. Ça aurait été vraiment super sympa d'explorer un peu cette piste, mais bon, tant pis. Bon, rassurez-vous quand même, si vous aimez les ennemis assez mystérieux, on perd pas au change. C'est vrai que j'ai trouvé qu'on aurait pu quand même développer la piste du chevalier, mais
On gagne un antagoniste à la fin de ce tome 2 qui est quand même bien mystérieux, qui je pense va vraiment nous prendre aux tripes pour les tomes 3 et 4. Voilà, après c'est mon pronostic, hein. Peut-être que vous qui avez déjà lu les tomes 3 et 4, vous vous dites « Ah non, pas du tout !» Non, moi, franchement, je trouve qu'en termes d'antagonistes, on est sur quelque chose de bien, de solide. On en apprend évidemment davantage sur l'histoire de la déchirure, on en apprend davantage sur les déités qui régissent l'univers de la passe miroir. Je vous en dis pas plus, parce que sinon ce serait vraiment un énorme spoil, mais voilà, on a vraiment un antagoniste que l'on définit clairement à la fin de ce tome 2, et ça c'est pas plus mal. C'est vraiment, à partir du moment où cet antagoniste, on va dire sur les 100 dernières pages, pour moi c'était vraiment un page-turner. J'ai vraiment très rapidement terminé la fin, parce que je l'ai trouvée très prenante, mais c'est ça que je dirais, et on va faire la transition sur la conclusion de cette vidéo. Je trouve que c'est dommage que ça ne m'ait pas autant emballé à la première lecture. Je trouve qu'une deuxième lecture me fera changer d'avis sur ce tome 2, mais le côté page-turner de ce tome 2 se trouve, pour moi, et c'est vraiment très subjectif, sur les 100 dernières pages du livre. Mais c'est pour ça que je suis même certain, dans ma tête, que si je fais une deuxième lecture de ce tome 2, ce sera beaucoup plus clair pour moi, parce que je saurai déjà à quoi m'attendre, mais ça va me permettre d'attacher un peu plus d'importance aux détails. On se rassure, ça n'entache pas ce que je pense de ce tome 2, qui est clairement très bon. Une deuxième lecture, de toute façon, je le dis, hein, c'est pour moi, je pense, nécessaire pour vraiment comprendre tous les détails qui m'auraient éventuellement échappé. Une deuxième lecture me fera, je pense, changer d'avis sur ce tome 2. En tout cas, le fait que le tome 3 se trouve là et que j'ai déjà commencé à le lire avant même de tourner cette vidéo, c'est déjà très parlant quant à mon avis et quant à mon envie, surtout, de continuer à lire la passe miroir. C'est donc ainsi que je termine cette analyse et cet avis sur les disparus du clair de lune de Christelle Dabos. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve dans 2-3 semaines pour la même chose, une analyse, un avis sur l'histoire, les personnages, tout ce qui va se passer dans la mémoire de Babel, le 3e tome. Et puis en attendant, on se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos, bugeot, papeterie, etc. Je vous embrasse très fort sur vos truffes humides et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.